Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner les 4 modèles de la fonction logarithmique transformée et nous allons faire un exemple complet d'analyse de fonction logarithmique transformée. Avant de se lancer dans ce travail, on va juste rappeler une ou deux petites choses très importantes que nous avons dites dans une capsule précédente lorsque nous avons présenté la fonction logarithmique de base. Alors, on avait défini la fonction logarithmique de base comme étant la réciproque de la fonction exponentielle. Par le travail sur la réciproque, on avait ici remarqué qu'on avait la variable indépendante dans l'argument du logarithme et lorsqu'on appliquait la restriction sur cet argument-là, ça nous donnait le domaine. Alors, ça, c'est en lien avec ce qu'on avait déjà dit dans la résolution d'équations logarithmiques. Donc, je vous invite à aller revoir ces capsules-là si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous. Mais on s'était dit qu'on allait toujours poser une restriction sur l'argument du logarithme lorsque celui-ci est algébrique. Évidemment, dans la fonction logarithmique de base, l'argument, il est algébrique. Alors, on voyait que notre domaine de fonction logarithmique, c'était les valeurs de x strictement positives. Donc, effectivement, c'est pour ça que la fonction était située à droite de l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, dans le fond, son rôle, c'était l'asymptote de la fonction de base. Et dans les fonctions transformées, qu'est-ce qui va modifier la position de cette asymptote-là ou qu'est-ce qui va influencer l'asymptote? Bien, ça ne sera pas une translation de la courbe vers le haut ou vers le bas, parce que l'asymptote, elle est verticale. Donc, ce qui va la déplacer, ça va être plutôt une translation horizontale de gauche à droite. Et c'est ça qui va déplacer notre asymptote. Et qu'est-ce qui est responsable des translations horizontales? C'est le paramètre h. Alors, quand on a ça en tête, on est capable d'aller tirer des conclusions, finalement, qui sont assez logiques pour la fonction logarithmique de base. En première considération, regardons le titre. On va analyser les fonctions logarithmiques de base avec la base du logarithme supérieur à 1. Un petit peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir une base supérieure à 1. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là tout de suite, mais tout à l'heure, on va expliquer pourquoi c'est important. Alors, la fonction logarithmique transformée avec les 4 paramètres, elle se présente sous cette forme canonique-là, c'est-à-dire a fois le logarithme en base c de b fois x moins h plus k. Okay. Alors, ce sont les mêmes 4 paramètres qu'on a l'habitude de rencontrer depuis le début de l'année lorsqu'on voit des fonctions transformées. Et maintenant, l'argument du logarithme, vous voyez qu'il contient les paramètres b et h. C'est ça l'argument de mon logarithme. Et c'est là-dessus que je vais poser les fameuses restrictions pour aller trouver notre fameux domaine. Alors, premier modèle de la fonction logarithmique transformée, c'est lorsqu'il n'y a pas de symétrie, lorsque notre courbe se présente un peu comme la fonction de base avec un a positif et un coefficient b positif. Alors, notre asymptote, moi je vais la mettre arbitrairement ici. OK. Et elle est, son équation, ça va être x égale h, parce que c'est la translation h qui va définir sa position. Et puisqu'il n'y a pas de symétrie applicable, parce que les coefficients a et b sont positifs, la fonction va être croissante à droite de son asymptote, comme la fonction logarithmique de base. Alors, je pourrais le trouver algébriquement, son domaine, dans le fond. Si je posais une restriction sur l'argument de la fonction logarithmique, j'aurais que b fois x moins h doit être strictement positif. Et pour isoler x, pour avoir le domaine, je vais diviser par b. Et en divisant par b, je ne renverse pas le symbole d'inéquation de sens parce que b est positif. On l'avait écrit dans notre premier modèle. Alors, je divise par b, ça n'a pas d'influence sur le sens de mon inéquation. Et je vais donc avoir que x est strictement supérieur à h.
Et c'est tout à fait logique parce que h, c'est la nouvelle asymptote. Donc, le domaine, ça va être de h à l'infini. Alors, domaine, on peut écrire x est strictement supérieur à h, ou on peut dire aussi de façon équivalente, x est élément de h à l'infini. Et la variation, ben, c'est une fonction croissante. Donc, premier modèle, la fonction elle est croissante à droite de son asymptote. En passant, je vais juste mentionner ça comme ça. Remarquez que la restriction sur l'argument me donne le domaine, mais ne me dit pas si la courbe est croissante ou décroissante. Ça, il faut que je regarde le coefficient A pour savoir si c'est croissant ou décroissant. Le modèle 2, A est strictement positif et B est strictement négatif. Alors, je vais encore une fois placer mon asymptote de façon arbitraire ici, à, encore une fois, x égale h. Je ne le réécrirai pas ici, mais on comprend que c'est encore une fois x égale à h. Et maintenant, à quel genre de fonction je m'attends? Bien, étant donné que le coefficient b est négatif, ça veut dire que la courbe va avoir subi une symétrie par rapport à son asymptote ou par rapport à l'axe des ordonnées là, quand on regarde par rapport à la fonction de base. Donc, ça voudrait dire que la nouvelle courbe serait à gauche de son asymptote et ça serait la seule symétrie que la courbe aurait subie. Elle n'aurait pas subi une symétrie selon l'axe des abscisses. Alors, elle va être décroissante à gauche de son asymptote. Et au niveau de l'histoire du domaine, on peut encore une fois vérifier le domaine avec une restriction. On a que l'argument b fois x moins h doit être strictement positif, toujours. Mais là, en divisant par le coefficient b qui est négatif, le symbole d'inéquation va changer de sens. Donc, x moins h va être strictement négatif. Et j'additionne h, donc x est strictement inférieur à h. Et on voit bien que la courbe est effectivement à gauche de l'asymptote. Donc, le domaine, on peut écrire x est strictement inférieur à h, ou x est élément de moins l'infini à h. La variation, ben, c'est une fonction qui est décroissante sur son domaine. Et les deux autres modèles, là, c'est quand je fais intervenir des coefficients A négatifs. Donc, modèle numéro 3, je vais encore placer mon asymptote arbitrairement ici. Cette fois-ci, il n'y a pas de symétrie selon l'axe des ordonnées, il n'y a qu'une symétrie selon l'axe des abscisses. Alors, ma courbe va être encore à droite de son asymptote, mais elle va être décroissante, comme c'est ici. Et le domaine, ça va être x est strictement supérieur à h ou de h à l'infini. Bon, avec la restriction, là, je vais le faire pour une dernière fois, la restriction. Donc, quand l'argument b fois x moins h est strictement positif, je divise par le coefficient b qui, dans mon modèle 3, est positif. Alors, ça ne changera pas le sens du symbole d'inégalité. Et on isole en additionnant h. Donc, mon domaine, c'est x est strictement supérieur à h, comme on l'avait prédit avec nos paramètres et nos symétries. Alors, bon, là, je ne réécrirai pas h exclu à l'infini. Je vais me contenter d'une écriture avec un symbole d'inéquation pour donner le domaine. C'est juste plus léger en termes d'écriture. Et la variation, ben, ça va être décroissante sur son domaine. Donc, elle est décroissante à droite de l'asymptote. Et finalement, le quatrième modèle, ben, écoutez, là, c'est avec les deux symétries impliquées. Donc, les deux symétries qui interviennent en même temps. La fonction est à gauche de son asymptote à cause que le paramètre b est négatif et le paramètre a est négatif aussi. Donc, dans le fond, c'est
c'est la même que le modèle 2 qui est ici, avec en plus une symétrie selon l'axe des abscisses. Et là, ma fonction est à gauche et croissante. Comme c'est ici, le long de son asymptote. Alors finalement, le domaine, ça va être x est strictement inférieur à h, ou de moins l'infini à h exclu, si on voulait l'écrire avec des crochets. Et la variation, elle est croissante. Alors, l'asymptote de la fonction logarithmique transformée, ben, on voit que dans chacun de mes modèles, okay, on voit que h, c'est la limite du domaine. Ça correspond à la position de l'asymptote. Ici, je le vois clairement. Ici, même chose. C'est la limite de mon domaine. C'est la borne de mon domaine. Alors, dans le fond, l'asymptote, c'est une droite verticale. C'est donc x égale à une constante. Et cette constante-là, c'est la valeur du paramètre h de la fonction logarithmique. En fait, de la forme canonique, excusez-moi. Et la fonction logarithmique possède une ordonnée à l'origine lorsque... Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on voyait bien que la fonction de base ne possédait pas d'ordonnée à l'origine, parce que c'était l'axe des ordonnées qui était l'asymptote, donc il n'y avait pas d'ordonnée à l'origine. Par contre, maintenant, là, je vois clairement qu'il peut y en avoir, comme par exemple dans les modèles 2 et 4. Ben, comment se fait-il que j'ai une ordonnée à l'origine? Ben, c'est que dans le fond, c'est que les paramètres b et h sont de signes contraires. Autrement dit, dans les petites esquisses que j'ai fait ici, le paramètre h est de signe positif, c'est pour ça que l'asymptote est à droite, et ma courbe est située à gauche de son asymptote, parce que le b est négatif. Donc, si h est positif et que b est négatif, on voit qu'il y a une ordonnée à l'origine, puis on peut s'imaginer que c'est vrai aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, si l'asymptote était du côté gauche, donc avec un paramètre h négatif, mais un b positif parce que la courbe est à droite, on aurait encore une ordonnée à l'origine. Alors, la fonction possède une ordonnée à l'origine lorsque b et h sont de signes contraires, mais comme on écrit ça mathématiquement que des nombres sont de signes contraires, c'est que quand je les multiplie entre eux, b fois h, le produit est strictement négatif. Donc ça veut dire qu'ils sont nécessairement de signes contraires. Alors, tout à l'heure, j'ai surligné ça dans le titre, mais j'en ai pas parlé vraiment. Je vous ai dit qu'on reparlerait de ça un peu plus tard, et là, maintenant, je tiens à vous en parler. Pourquoi c'est important de conserver en tête que ces modèles-là ne tiennent que lorsque la base du log est supérieure à 1. Qu'en est-il lorsque la base est fractionnaire? Alors, quand la base est fractionnaire, là, il se passe quelque chose. Alors, le titre suivant, c'est la base et le paramètre A. Alors, grâce à une propriété des logarithmes, et ça, c'est la propriété 6.3. Il est possible de réécrire la règle d'une fonction logarithmique dont la base est inférieure à 1 en une règle équivalente de base supérieure à 1. Alors, que dit la loi 6.3? Retournons à nos lois de logarithme à la page 40 et examinons ce que nous dit la loi 6.3. Alors, la loi 6.3, elle me dit, lorsque j'ai un logarithme dans une base fractionnaire ou peu importe, il est toujours possible d'inverser la base à condition de changer le signe du logarithme. Donc, autrement dit, si j'inverse ma base, le coefficient du log va changer de signe. Et ça, c'est une loi qu'on utilise peu, mais qui est quand même très commode d'avoir en tête parce que ici, ça va nous expliquer une chose très importante.
Alors, je vais le rappeler ici. Alors, quand on a un logarithme dans une base, mettons, je vais écrire une base qui est une fraction, okay, de une certaine valeur. Je vais écrire P pour puissance. Bien, à ce moment-là, on peut inverser la base à condition qu'on change le signe du logarithme. Donc, la base ne serait plus m sur n, mais ce serait plutôt n sur m. Donc, fraction inverse. L'argument ne change pas. Et donc, ça nous montre qu'il y a un lien direct entre une inversion de la base et une inversion du signe du coefficient a. Alors, qu'est-ce que ça vient changer dans nos modèles ou pourquoi on se parle de ça? C'est que j'ai mis ici dans un petit graphique une comparaison de deux fonctions logarithmiques. Alors, ça ici, c'est ma fonction logarithmique de base en base 2. Okay? Celle qu'on connaît, celle qu'on a déjà présentée dans la fonction de base. Donc, c'est log en base 2 de x, celle qui est croissante. Et ici, j'ai mis dans le même dessin une fonction logarithmique qui est décroissante, qui est symétrique avec l'axe des abscisses. Et là, c'est ça qui est le truc, c'est qu'on sait que cette symétrie-là, c'est le coefficient a lorsqu'il est négatif qui la provoque, mais en vertu de cette loi-là, il y a aussi une inversion de la base qui peut provoquer cette symétrie. Donc, où? Lorsque la base C est une fraction. Donc, ces deux éléments-là peuvent emmener une symétrie selon l'axe des abscisses. Et effectivement, ma fonction log décroissante, je peux l'écrire de deux façons différentes. Soit je l'écris comme étant le logarithme en base 1/2, et là, ça serait décroissant, ou alors l'opposé du logarithme en base 2, en inversant la base, puis en mettant un paramètre A négatif. Alors, finalement, les 4 modèles qu'on a présentés à la page d'avant, ce sont ceux sur lesquels je peux me fier quand j'ai une base supérieure à 1. Alors là, on comprend que finalement, des modèles possibles, il n'y en a pas 4 finalement. Il y en aurait techniquement 8. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que si une fonction logarithmique est présentée avec une base inférieure à 1, nous allons toujours inverser sa base et changer le signe du log. Sinon, il faudrait connaître 8 modèles de fonctions. Alors, pourquoi 8 modèles de fonctions? Ben, c'est parce que dans le fond, j'ai comme 3 combinaisons de symétrie possibles. Alors, la première combinaison, ben, c'est quand la base C est strictement supérieure à 1, comme on l'a vu à la page d'avant. Alors ça donne les 4 modèles de la page d'avant. Lorsque A est positif, lorsque A est négatif, B positif, B négatif pour chacun. Donc, ça fait les 4 modèles de la page d'avant. Je vais écrire de la page 56. C'est les 4 modèles de la page 56. Mais là, finalement, si on admet qu'en plus de ça, on peut inverser la base du log, ben là, ça nous emmène 4 autres modèles en plus. Donc, ça nous ferait un total de 8 modèles à connaître par cœur ou à maîtriser. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas, puis je ne vous encourage pas du tout à travailler de cette façon-là. Alors, étant donné qu'il y a comme trop de cas et de symétries qui finalement sont équivalentes, c'est ce que j'ai surligné ici qui va retenir notre attention. C'est qu'on va toujours inverser la base lorsqu'on se donne une fonction logarithmique en base fractionnaire. Puis là, à ce moment-là, on va avoir une base supérieure à 1. On va avoir un signe bien clair pour le coefficient A et on va toujours se ramener à un de ces 4 modèles-là. OK? Alors, c'est pour ça, là, dans le titre, là, ici, cette précision-là, elle est vraiment importante. Bon, je pense qu'on est mûr pour un exercice. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller 2 pages plus loin
Et on va faire un exercice complet d'analyse de fonctions logarithmiques. Alors, quand on sait faire l'analyse d'une fonction logarithmique, habituellement, on peut dire qu'on maîtrise assez bien la notion, hein. Alors, faire l'analyse des deux fonctions qui sont là, moi, je vais faire l'analyse de la fonction de la lettre f et l'analyse de la fonction g. Ben, vous l'avez sous les yeux ici, vous pouvez la faire, puis je vous encourage peut-être à aller sur mon site web pour vérifier avec les solutionnaires qui sont en ligne si vous avez bien maîtrisé le sujet. Alors, je vais quand même faire avec vous l'analyse de la fonction f qui est à gauche. Donc, on nous demande le domaine, le codomaine, le zéro, l'ordonnée à l'origine, l'équation de l'asymptote et la règle de la réciproque. Et on nous donne en note une petite consigne, les domaines doivent toujours être obtenus algébriquement. Alors, allons-y. Je vais changer de couleur. On va mettre du vert. Alors, la fonction f, qui est une logarithmique en base 3, bon, on pourrait la mettre sous sa forme canonique, même si ce n'est pas particulièrement nécessaire de le faire, mais c'est un réflexe qu'on a développé avec le temps, donc on va essayer de conserver nos bonnes habitudes. Alors, pour la mettre sous forme canonique, je vais mettre le coefficient de x en évidence. Alors, ça va être le logarithme en base 3 de l'opposé de x moins 3 moins 2. On pourrait se faire un petit dessin pour avoir une idée de la variation, etc. Alors, je vais me faire un dessin. La fonction logarithmique, elle se positionne dans le plan cartésien avec son asymptote, et son asymptote, elle est à x égale 3, parce que c'est la valeur du coefficient, pas du coefficient, pardon, mais de la constante h. Alors 3, ce serait éventuellement ici. Alors ça, c'est mon asymptote, x égale 3. Et ma fonction, ben là, je regarde, ma base est supérieure à 1, donc je sais que je peux me fier au modèle qu'on a présenté. Le coefficient A est positif, puis le coefficient B est négatif. Donc ma courbe, elle a l'air de quoi? Elle a l'air de modèle 2, décroissante à gauche de l'asymptote. Comme dans le modèle 2 ici. Alors, la courbe elle est située à gauche de son asymptote et elle est décroissante. Elle a l'air de ça. Bon. Là, mon ordonnée à l'origine, je vois que j'en ai une. Elle semble être positive, de même que le 0. Peut-être tout à l'heure que je vais trouver que ce sont les valeurs qui sont négatives. Peut-être que dans le fond, ma courbe, je l'ai mal croquissée. Je l'ai mal croquite. Alors peut-être que je vais devoir réajuster un peu, mais c'est pas grave. L'important, c'est de voir que dans le fond, le domaine, ça va être de moins l'infini à 3. On nous demandait de le donner algébriquement. Donc, on va poser une restriction sur mon argument. Il faut que l'opposé de x moins 3 soit strictement positif. Je divise par moins 1, donc le symbole d'inégalité va changer de sens. Ça veut dire que x moins 3 doit être strictement négatif et x va être strictement inférieur à 3. Donc ça, c'était prévu grâce à notre croquis, mais là maintenant, on l'a démontré algébriquement. Parce que quand vous serez au cégep ou quand on va avancer, nous, dans cette année, puis qu'on va travailler sur les fonctions réelles, en général, on va s'intéresser beaucoup à ces restrictions-là algébriques, même si notre croquis nous permettait déjà de tirer certaines conclusions, on va avoir en tête le souci de poser les restrictions algébriques lorsqu'elles devront être posées. Et ça, algébriquement, il faut être capable de reconnaître là où il y a des restrictions. Et dans les fonctions logarithmiques, il y en a toujours une. Et c'est le domaine que ça nous donne. Le codomaine, le codomaine de la fonction f, c'est selon les réels. Alors, codomaine de la fonction f, c'est l'ensemble de tous les réels. Le 0, alors,
le 0 de ma fonction, ben, je vais l'obtenir en posant f de x égale 0. Alors, 0 est égal à log en base 3 de moins x moins 3 moins 2. Et là, je veux isoler x, donc je vais isoler le logarithme qui contient mon inconnu x. Alors, je vais d'abord me débarrasser de la constante en additionnant 2. Alors, 2, c'est le logarithme en base 3 de moins x moins 3. Et là, je vais isoler x en écrivant ça, mais sous une forme exponentielle, c'est-à-dire 2, c'est l'exposant parce que c'est le logarithme, 3, c'est la base, et l'argument, c'est ma puissance, excusez-moi. 3 à la 2 est égal à l'opposé de x moins 3. J'ai donc 9 qui est égal à l'opposé de x moins 3. Et j'ai donc un 0 qui vaut moins 6. Bon, le 0 vaut moins 6, alors que moi, mon croquis, le 0 avait l'air plus proche de l'asymptote. Est-ce que c'est grave? Non, parce que dans le fond, ça reste un petit croquis qui, moi, me permettait juste En fait, c'était juste vraiment pour avoir visualisé globalement ce qui se passait. Maintenant, le 0, il se trouve à être ici, à moins 6. Bon. C'est pas nécessaire de tout effacer le truc pour ça, mais quand même, moi, pourquoi je m'intéresse à l'ajuster, mon dessin, c'est parce que tantôt, quand je vais chercher l'ordonnale origine, je sais que ma fonction, elle est décroissante. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si le 0 est à moins 6, bien, il y a des grosses chances que mon ordonnale origine soit négative aussi. Okay? Alors que finalement, ma fonction a peut-être un petit peu plus l'air d'un truc qui ressemble à ça, finalement. Alors, je le répète, c'est pas grave. Mais d'un point de vue anticipation, là, moi, je sais que j'anticipe une ordonnale origine négative. Donc, si j'obtiens quelque chose de positif dans l'ordonnale origine, ben, je vais vérifier mes calculs parce que ma fonction, je sais qu'elle est décroissante. Alors, c'est important aussi d'avoir en tête le souci d'anticiper ce qui s'en vient à des fins de validation aussi. Alors, tiens, d'ailleurs, on me le demandait l'ordonnale origine. Alors, je vais la calculer tout de suite. Donc, l'ordonnée à l'origine. Je vais remplacer x par 0. Alors maintenant, je vais aller calculer l'image de 0 par la fonction f. C'est le logarithme en base 3 de moins 0 moins 3 moins 2. Et là, mon inconnu, c'est f de 0. Là. Okay? Alors, mon inconnue, elle est déjà isolée. Autrement dit, je dois juste calculer la valeur de ça ici, c'est tout. Alors, c'est le log en base 3 de 3, en fait. Et moins 2, c'est ma constante qui est à l'extérieur. Et le logarithme de 3 en base 3, c'est 1. Alors, l'image de 0, c'est 1 moins 2. Et ça vaut moins 1. L'image de 0, c'est moins 1. Et c'est effectivement une ordonnée à l'origine négative comme j'ai été capable de l'anticiper à l'étape précédente. Et finalement, on me demandait l'équation de l'asymptote. Bon, ça, c'est réglé, c'est x égale à 3. On l'avait même dit dans le dessin en commençant. Et la règle de la réciproque. Alors ça va être intéressant. Alors, la réciproque, tiens, je vais écrire en rose. La réciproque. Alors, la règle de f moins 1. Et la réciproque, je le sais que ça va être une fonction de nature exponentielle, parce que c'est la réciproque d'une logarithme. Alors, je vais commencer en écrivant les variables. Y égale le logarithme dans la base 3 de moins x moins 3 moins 2.
Et là, je vais interchanger mes variables. Je vais écrire x et y à la place ici. Donc, x va être égal à logarithme en base 3 de moins y moins 3 moins 2. Et là, je n'ai qu'à isoler y. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner la constante 2, parce que là, je vais isoler le logarithme qui contient le y. Alors, je vais additionner la constante moins 2. Alors, je vais dire x plus 2, c'est le logarithme dans la base 3 de moins y moins 3. Je vais continuer ici en haut à droite. Pour isoler y, je vais passer en exponentielle. Parce que x plus 2, c'est le logarithme, ça veut dire que c'est l'exposant. 3, c'est la base, et ça, c'est notre puissance. Alors, 3 à la x plus 2, c'est égal à l'opposé de y moins 3. Je divise par moins 1, moins 3 à la x plus 2 égale y moins 3. Là, par contre, j'aimerais bien qu'on prenne l'habitude de mettre des parenthèses comme ça autour de la base, parce que la base, ce n'est pas moins 3. La base, c'est 3. La priorité des opérations, c'est l'exposant. Okay? Alors, juste, il faut vraiment être certain de ne pas créer une confusion avec ce détail-là. Et là, finalement, qu'est-ce que je fais? J'additionne 3 et ce sera la règle de ma réciproque. Alors, f moins 1 de x égale l'opposé de 3 à la x plus 2 plus 3. Et voilà, ça nous fait, je pense, un exemple assez complet d'une analyse de fonctions logarithmiques. Et aussi, je pense, une belle capsule sur l'ensemble de la fonction logarithmique transformée, ainsi que ses 4 modèles de variation.